Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir pu vous joindre à nous pour ce webinaire sur la pharmacogénomique. Mon nom est Patrick Charbonneau, je suis directeur de produits chez TELUS Santé. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous le savez sûrement, la pharmacogénomique est un domaine en pleine évolution, non seulement du point de vue médical et technologique, mais aussi du côté des régimes d'assurance médicaments qui vont être impactés par cette technologie-là. Aujourd'hui, suite au webinaire, vous devriez avoir une bonne compréhension de ce qu'est la pharmacogénomique, du progrès réalisé dans les mises en œuvre des tests et ce que ça peut signifier aussi pour le secteur des payeurs privés. Nous espérons vraiment que vous allez passer une belle heure avec nous. Sans plus tarder, commençons notre webinaire. J'ai vraiment le plaisir d'avoir avec moi un collègue et quelqu'un de très impliqué dans le domaine, Dr. Michel Hébert, directeur médical chez TELUS Santé. Bonjour Michel. Bonjour Patrick, ça me fait plaisir d'être ici avec toi pour discuter de ce sujet passionnant et pour pouvoir aussi interagir avec les gens qui sont sur le webinaire. Parfait, super. Donc, lançons-nous immédiatement. Parlant de ce sujet passionnant, plus précisément, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, on va commencer par faire un petit tour de ce qu'est la pharmacogénomique. Michel va nous situer un peu plus en détail dans le sujet. On va évidemment regarder les évolutions scientifiques et cliniques, et il y en a beaucoup, ça évolue vraiment à grande vitesse. Je ferai un petit tour de piste de l'adoption sur le marché qui débute. On va regarder le point de vue des assureurs également qui vont être impactés par cette technologie. Et Michel et moi discuterons un petit peu de la stratégie de TELUS face à cette nouvelle technologie-là. Donc, Michel, lance-nous, dis-nous, qu'est-ce qu'exactement la pharmacogénomique? Bon. Alors, naturellement, comme tout bon linguiste dirait, il faut commencer par les mots. Que veulent dire les mots? Alors, donc, la pharmacogénomique. La pharmacogénomique, donc, ça, comme c'est écrit ici, donc, ça étudie plus largement l'influence de tous les gènes sur les réponses aux médicaments. Donc, pharmacogénomique, tous les gènes du corps humain sur la réponse aux médicaments. La pharmacogénétique, alors ça fait généralement référence à l'étude de la variante d'un gène spécifique pour un médicament donné. Donc, pharmacogénomique, l'ensemble des chromosomes, la pharmacogénétique, un gène spécifique avec un médicament donné. Naturellement, cela étant dit, on utilise souvent l'un pour l'autre. Alors, donc, il y a les linguistes qui s'appliquent à pouvoir accorder ou attacher des définitions précises à certains mots, mais quand vous lisez à travers les littératures, pharmacogénomique, pharmacogénétique est librement utilisé dans le langage. Si on fait de l'abus de langage dans le webinaire, il faudra nous pardonner, donc. Exactement. Je voudrais juste apporter le petit point aussi que ça se situe aussi dans un autre grand chapitre qu'on appelle la médecine de précision par rapport à la médecine personnalisée. Alors, bon, ça commençait par la médecine personnalisée, mais tous les gens disaient, ben, on en fait déjà de la médecine personnalisée puisqu'on adapte tous les traitements à chacun de nos patients. Donc, les gens, après multiples pressions, on est arrivé aussi avec un terme qui dit médecine de précision, parce que naturellement, utilisant la pharmacogénomique ou la pharmacogénétique, on est plus précis, on individualise encore plus précisément le traitement. Donc, pour, encore une fois, les gens qui ont des susceptibilités, on tend à parler de médecine de précision au lieu de médecine personnalisée. Parfait. Donc, ici, on est dans le chapitre de la médecine de précision. C'est déjà plus clair, mais ça se complique. Ah oui, naturellement. Si tout était simple, ce serait merveilleux. Alors, à gauche, ici, vous avez l'ère de la génomique. Alors, la génomique, c'est un grand chapitre dans lequel il y a des sous-chapitres. Et j'en ai juste illustré quelques-uns ici en termes de croissance dans l'année. C'est une étude qui a été faite là, avec le Grandview Research. Et on voit que quand on parle de génomique, on peut parler de la pharmacogénomique, du diagnostic prénatal. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Les diagnostics préimplantation, lorsqu'on fait des greffes et toutes ces choses-là. Et ensuite, naturellement, l'oncologie, le cancer du sein, le cancer du sang, utilise beaucoup la génomique. Ensuite, la détermination du métabolisme de certaines drogues et l'effet sur les cytochromes P450. Ensuite, un chapitre très intéressant que vous voyez dans les revues ou dans les émissions de télé sur les crimes, là, le Identity Diagnostic et Forensic, c'est-à-dire donc utiliser la pharmacogénomique dans le domaine des enquêtes criminelles. Ensuite, le système pour les nouveau-nés, le newborn, et les maladies infectieuses. Newborn étant effectivement les grands dépistages de masse qu'on fait sur certaines maladies ou des maladies rares. Donc, comme vous voyez,
tous ces secteurs-là se développent et continueront à se développer au fil des années. Et la pharmacogénomique n'est qu'une petite couche à travers tout ça. Naturellement, couche très importante puisqu'elle évolue très bien et elle est plus susceptible d'avoir un déploiement à grande envergure que les autres qui sont des domaines plus spécialisés. Et où est-ce qu'on situe la génomique? Bien, à droite, vous avez ce beau graphique où on a plein de petites sections, c'est comme des tranches d'anatomie. Alors, le génome est à peu près dans le milieu. Là. On voit en haut là, le premier mot qui est écrit génome. Ça, c'est la tranche, le domaine qui s'occupe du génome. Avant ça, naturellement, vous avez les biosenseurs et les influences sociales, ou le social graph qu'on appelle. Et en avant de ça, parce que quand on fait des études génétiques, on se rend compte quelquefois que bien que le patient ait un profil génétique attendu, reconnu et identifié, la réaction dans son corps n'est pas celle qui est attendue. Comment se fait-il? Eh bien, c'est parce que le génome placé dans un milieu va avoir toutes sortes d'influences pour exprimer les enzymes ou les produits qui sont fabriqués à base des chromosomes. Donc, le transcriptome, le protéome, le métabolome, le microbiome, l'épigénome, exposome. Alors, donc, ce sera autant de sujets intéressants lors de webinaires futurs, Patrick. On a une job à temps plein. On a plusieurs sujets. Et si je comprends bien, donc, la génétique ne change pas, mais l'impact ou la résistance peut changer selon l'environnement, selon des autres éléments du corps. Oui, par exemple, juste un petit exemple avec l'épigénétique, on a remarqué que certains animaux, pas des mammifères, mais certains autres animaux de type des batraciens, comme les grenouilles, mais placés dans un lac avec un certain environnement d'acidité, de lumière, au lieu de se développer en mâle, se développe en femelle. Et inversement dans d'autres milieux. Donc, on voit que même si les chromosomes sont là, il y a une influence du milieu qui vient changer l'expression du chromosome. OK. Oh, intéressant. Oui, et justement, quand on parle de chromosomes, il faut parler naturellement de sciences de laboratoire. Donc, comment ça marche? Est-ce que c'est magique? Non, ce n'est pas magique. Alors, on a développé des techniques de microarray ou de plaques, de bioplaques. Alors, vous imaginez une plaque de verre dans laquelle il y a des petits trous comme ce qu'on utilise pour transporter les œufs. Là. Il y a des petites logettes. Et donc, chaque logette contient différents réactifs. Et au début, il y en avait très peu. Et au fil du temps, les technologies ont développé pour qu'on puisse mettre plusieurs marqueurs dans une logette. Alors, ce qui permet, en mettant l'échantillon, de faire des réactifs et de sortir des réponses à plusieurs marqueurs rapidement. Ça diminue le nombre de plaques, naturellement, ça rend l'opération plus productive. Et comme ça, bon an, mal an, on peut facilement tester de 350 marqueurs avec 60 gènes différents qu'on a dans notre corps, sur le chromosome du corps humain. Et donc, plus on a de marqueurs, plus on a d'informations sur comment le gène réagit à certaines molécules. Oui, c'est exactement ça. Imagine si tu avais un puits, un well, c'est un puits avec un marqueur, puis il fallait tester 350 marqueurs, imagine-toi le temps que ça prendra. En mettant 36 dans un, on est capable d'en faire 350 beaucoup plus rapidement. Et ce qu'on appelle, nous, en bas à droite, vous le voyez, c'est from DNA to data, donc de l'ADN à la donnée. Donc, ça prend plus ou moins 8 heures là, avec un technicien de laboratoire et beaucoup d'automatisation pour réussir à faire. Le système Mass Array, c'est un système qui existe, il y en a d'autres, mais c'est ici une façon de pouvoir vous illustrer la science derrière, comment ça marche. Alors, on met la salive, puis on expose à toutes sortes de marqueurs, puis à la fin, après 8 heures, pouf, on arrive avec une liste de gènes et de variations, puis de mutations qui existe pour cet individu-là. Alors, donc, tout le monde essaie de ramener ça le plus vite possible, à ce que ce soit fait plus vite, plus rapidement, avec encore plus de marqueurs dans les réactions pour qu'on puisse avoir une réponse très rapide. Ouais, il y a une course à l'automatisation, une course à l'accessibilité et une course au prix. Exactement, mon cher, puisque tout à la base repose sur le coût des tests. Et justement, en parlant du coût des tests, on a ici la réduction des coûts qui favorise l'abortabilité. Donc, voyez-vous, quand on fait le séquence du génome, ça coûtait plus ou moins 1 million. Le séquençage du génome humain, on voit c'est l'échelle de droite avec la courbe bleue. Donc, on voit que c'était 1 million en 2007 et ça descend à peu près à
350, oui, c'est 350 $. Ça, c'est le coût opérationnel. Mais après ça, quand on le vend, ben là, il y a naturellement les lois du marché s'appliquent. Et pour ce qui est de l'analyse pharmacogénétique, bien, on a la ligne verte avec les chiffres en vert, donc on descend à peu près à 175 $ de frais. C'est en partie ce qui explique le pourquoi notre webinaire aujourd'hui, c'est que ces tests-là commencent à être de plus en plus abordables, accessibles et donc utilisés. Oui, absolument. Il y en a même qui vont plus loin. Oui, c'est ça. Regardez un coup de séquençage, là, donc en novembre, une compagnie qui s'appelle le Veritas Genetics à Cambridge qui offrait le test pharmacogénomique, le test génome humain, par exemple, à 199 $. Et c'est vraiment beaucoup plus bas que le 1000 $ actuellement sur le marché. Et il disait qu'eux autres, d'ici 3-5 ans, ils verraient ça, ils pensent que ça va descendre à 99 $. Et ils veulent un peu réveiller le marché en disant, écoutez, avec les technologies qu'on a là, le prix va baisser, puis avec la demande aussi, les prix vont baisser. Okay. Donc, ça mijote, ça met dans la marmite. Donc, les tests évoluent. Et ce qu'on obtient en bout de compte, c'est un test dans lequel on a vraiment une grande information, un éventail complet, en fait, de la réaction de la génétique d'un individu versus les molécules et les médicaments qui sont disponibles sur le marché présentement. Oui, absolument. Puis si on se projette dans le futur, et c'est là que la discussion devient intéressante, on s'éloigne un petit peu des résultats cliniques et on commence plus la discussion, pas philosophique, mais de projection. Ce qu'on peut imaginer, c'est que dans un avenir pas si lointain, les patients vont avoir en leur possession cet outil-là, cet résultat de test-là, et pourront emporter en quelque sorte avec eux, transporter avec eux ces résultats de test-là et les partager avec les gens qui peuvent les aider, qui sont susceptibles de les aider à prendre les meilleures décisions possibles pour leurs médicaments. On parle de médecins de famille, médecins spécialistes, pharmaciens, professionnels de la santé, évidemment en gérant bien le consentement, avec des systèmes très sécures. On va parler des défis tantôt, mais on voit vraiment un avenir où les gens vont pouvoir s'approprier ces résultats-là et les utiliser pour optimiser leurs soins de santé auprès de leurs professionnels. Absolument, Patrick. Et tu sais, si chez moi, comme médecin, je te prescris une formule sanguine, puis tu t'en vas faire ça à l'hôpital, bien, ton médecin va recevoir une copie de la formule du résultat, quelquefois toi aussi, et on met ça dans les dossiers médicaux électroniques, puis on les accumule avec le temps. Bien, un profil génétique, c'est un peu plus gros. Alors, commencer à accumuler ça dans les dossiers médicaux électroniques, c'est un défi. Donc, que ce soit chez le médecin de famille, chez le médecin spécialiste, chez le pharmacien. Donc, on voudrait éviter de répéter tous les profils génétiques. Alors oui, effectivement, la vision, c'est vraiment que le patient ait son profil génétique comme dans un coffret de sûreté quelque part, et il donne la clé à celui qui veut en temps réel ou dépendant des différents protocoles qu'on va utiliser pour que le profil puisse être accessible avec des outils pour l'interpréter, parce que c'est beau avoir... Puis en passant aussi, la pharmacogénomique, je veux vraiment oublier de te dire, tape-moi sur la main, c'est une infime partie du génome, là. On a des dizaines et des centaines de milliers de gènes, et il n'y en a qu'une cinquantaine qu'on utilise pour la pharmacogénomique. Donc, c'est tout petit comme proportion. Sur le diapo, on a le mot assureur avec un petit point d'interrogation à côté. Évidemment, les assureurs, on va en parler, vont être impactés par la technologie. Il y a plusieurs questions encore, à savoir avec qui justement les patients vont ou ne vont pas partager l'information. Et on va parler tantôt d'éthique et de loi et tout ça. Donc, il y a certaines questions à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs autres joueurs qui vont pouvoir bénéficier de cette énergie-là, à savoir est-ce que l'information va être partagée directement avec eux. Ça reste à suivre. Oui. Ce qu'on cherche en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait le profil, c'est de pouvoir accéder à cette information-là rapidement pour trouver le bon médicament pour le bon patient et à la bonne dose. C'est essentiellement ce qu'on cherche là, depuis des années, c'est empirique. Et là, on le fait de façon plus systématique pour pas toutes les molécules, naturellement, pour certains médicaments qui ont une plus grande signification. Mais c'est un peu ça qu'on recherche. Elle a accéléré la sélection du médicament optimal, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le but recherché. Oui. Mais bon, c'est une belle vision de dire on va avoir ce test-là, il va être disponible et on va pouvoir justement mieux choisir nos médicaments plus rapidement et arriver au médicament optimal, bon, idéalement du premier coup. Mais on n'est pas encore tout à fait rendu là. On a encore des défis à surmonter. Vous en avez 5 ici qui sont, certainement les plus probants à ce stade-ci. À gauche, les tests, on en a parlé déjà beaucoup, l'activité des tests, la rapidité et les coûts baissent. Donc, ça, c'est intéressant, il y a une belle évolution à ce niveau-là. De l'autre côté de la diapo, on a tout l'aspect éthique, juridique et les implications sociales
évidemment, lorsqu'on parle de partager une information aussi personnelle que notre profil génétique, ça demande un bon encadrement, ça amène plein de questions. On va parler de l'aspect légal tantôt, il y a des choses qui se dessinent à ce niveau-là. Et entre les deux, il y a tout l'aspect accéder à l'information et utiliser l'information. Et les médecins, Michel, sont au cœur de ça présentement, je pense. Oui, absolument. D'abord, la première, c'est au niveau informatique, le manque de normalisation de la terminologie puis des résultats. Il y a quand même des systèmes différents. C'est un peu comme quand on branche un téléphone cellulaire, si on a un Apple ou un Android, la fiche n'est pas la même. Alors, c'est un peu la même chose quand on sort des résultats. Quelquefois, la façon de les exprimer est différente. Alors, ça, il faut faire attention comme professionnel de la santé de bien comprendre le système dans lequel on travaille. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important présentement, c'est que les systèmes qui offrent des interprétations sont des systèmes qui sont stand-alone, qui sont tout seuls. Donc, le professionnel de la santé, c'est difficile pour lui d'insérer ça dans ses opérations parce que ne serait-ce qu'il voit le patient, il est dans son système actuel de logiciel de pharmacie ou de clinique médicale, et là, s'il veut consulter le résultat, là, il doit tout recopier les données du patient dans la base de données, dans le login, il faut qu'il se relogue, tout ça. Alors ça, c'est des barrières importantes à l'utilisation et à l'utilisation, oui, de ces résultats-là, si sont là. Ensuite, on parlait des stockages. Est-ce que la donnée doit rester dans la compagnie, chez la compagnie où le test a été fait, ou on ne devrait pas plutôt avoir un genre de dépôt de ce profil-là qui serait plus agnostique que le test? Alors, donc, il y a tout ce côté informatique. Au niveau des études cliniques, c'est sûr que au niveau de la pharmacogénomique, ça demeure des tests qui sont où il y a des défis d'expérimentation puis de résultats. Et c'est en constante évolution. On en a que c'est certain. Quand on n'a pas de gène, un certain gène, on ne peut pas métaboliser, par exemple, les narcotiques. On le sait. Mais il y en a d'autres, c'est un petit peu plus difficile de déterminer avec précision l'effet attendu chez le patient. Avec certitude. Et il y a des combinaisons de médicaments aussi, ce qu'on appelle les interactions médicaments-gène. Donc, il y a tout ça à pouvoir, qu'on doit regarder. Ensuite, un élément important, c'est la formation des médecins et des pharmaciens et autres professionnels de la santé. Et là, j'étais justement en communication avec les gens qui sont allés au congrès de HIMSS, qui est un gros congrès sur les systèmes de gestion de la santé américains. Et ça se déroulait à Orlando, là, il y a 2 semaines. Et les gens qui étaient sur place, les observateurs, constatent que les nouveaux médecins qui graduent aux États-Unis ou au Canada, ceux qui graduent là, ont eu des formations en pharmacogénomique ou ont utilisé la pharmacogénomique pendant leur formation. Eux qui s'en vont en première ligne, ils s'attendent à voir ça. Donc, on sent une pression dans le marché pour offrir cet outil-là aux patients et aux médecins dans le but de traiter les malades, parce que ça s'en vient comme un standard de pratique. La nouvelle vague, on s'attend à voir ça comme un outil. L'expression, le tipping point, là, le point où on bascule et on le rend plus dans la pratique quotidienne est très près. Alors, donc, c'est d'autant plus important qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et naturellement, on sait qu'aujourd'hui, tout ça requiert, tu en as mentionné un peu, Patrick, avec les tests, mais actuellement, les systèmes publics sont un peu en attente pour voir qu'est-ce qui va se passer parce que, comme bien d'autres nouvelles technologies qui est implantées au Canada, il faut voir quelle est la meilleure façon de l'implanter dans les systèmes publics. Oui. L'écosystème est loin d'être bien défini. On va d'ailleurs en discuter un mot tantôt. Oui. Revenons un peu plus sur la loi maintenant et l'aspect juridique, éthique. On a une nouvelle loi qui est arrivée en place en mai 2017, la loi sur la non-discrimination génétique. Certains d'entre vous la connaissent probablement sous le nom du projet de loi S-201. Elle vient encadrer vraiment comment on accède aux tests, qu'est-ce que les intervenants ont le droit ou n'ont pas le droit de faire par rapport aux tests génétiques. Essentiellement, premier élément important, on doit avoir le consentement du patient pour chaque test. Comme on le mentionnait tantôt, un test présentement donne quand même une panoplie d'informations, donc ce n'est pas comme si les tests devaient être répétés à tous les jours, mais le consentement est absolument obligatoire, ce qui va de soi. Ensuite, ça vient poser des restrictions sur ce que les acteurs peuvent faire et exiger. Donc,
il est impossible, par exemple, pour un fournisseur ou de biens ou de services, y compris un fournisseur d'assurance, de demander ou exiger qu'une personne subisse un test génétique. Donc, on ne peut demander cette chose, il faut que ce soit volontaire. Deuxième chose, on ne peut demander ou exiger la divulgation des résultats, donc d'avoir accès à ces tests-là. Donc, c'est donc dire que pour les fournisseurs de biens et de services, s'ils vont bénéficier de cette technologie-là, c'est dû à l'adoption de la masse, si on veut, et non pas en forçant, si on veut, l'adoption de ces tests-là. Au niveau des employeurs, des contraintes très, très similaires. On ne peut pas demander ou exiger les résultats de tests génétiques d'un employé ou d'une employée, et on ne peut pas utiliser les résultats de tests génétiques dans des décisions d'embauche, de renvoi ou d'affectation ou de promotion. Donc, en fait, ce que la loi vient dire, c'est de renforcer la loi canadienne sur les droits de la personne qui interdit la discrimination. Elle vient ajouter la notion de génétique, si on veut, à la notion de discrimination telle qu'elle est entendue dans cette loi-là. Donc, toutes des choses vraiment importantes qui viennent encadrer, structurer l'utilisation de cette technologie-là. La loi a des dents. Donc, on parle d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans et ou d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 1 million. Donc, vraiment, c'est des offenses qui sont considérées très importantes. Puis à noter, la loi, présentement, est au niveau fédéral. Par contre, le domaine de l'assurance est de juridiction provinciale. Et donc, ce qui a apporté le gouvernement, ce qui a forcé le gouvernement du Québec, ce qui a amené le gouvernement du Québec à porter la loi en appel devant la Cour d'appel provinciale. La CAP appuie aussi cette position-là, puisque la juridiction est effectivement provinciale. C'est quelque chose à suivre. On n'a évidemment pas de dénouement encore, mais c'est présentement devant les tribunaux. Un élément intéressant, Michel, dont on discutait, c'est l'aspect éthique, l'aspect sensibilité des tests. À quel point ce test-là est sensible. Aujourd'hui, par exemple, on peut penser que la simple présence d'un test comme ça dans un profil d'un patient amène plein de questions sur justement la discrimination dont il pourrait subir. On a des cas dans le passé où on avait cette situation-là et ça a évolué d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus simple, entre autres au niveau du sida. Oui, effectivement. Et j'apporterais, en fait, le scénario fréquent, là, c'est que, bon, un patient vient me voir, il dit, Dr. Hébert, moi, mon assureur me demande une copie de dossier pour mon assurance vie. OK, alors je procède à la copie de dossier. Et dans ces plusieurs pages, il peut glisser un profil génétique, un résultat de profil génétique. Alors donc, pouf, ça s'en va sans qu'on s'en rende compte. Alors ça, c'est un scénario qu'on a connu dans le temps du VIH. Dans les années 83, quand on a fait le VIH, on a implanté le test du VIH, on nous disait, souvenez-vous, ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu les cheveux blancs comme moi, il fallait tout retirer des tests VIH des dossiers parce que ça pouvait porter préjudice, ne serait-ce que la présence d'un test dans le dossier pouvait porter préjudice au patient lorsqu'il serait évalué pour son assurance. Peu importe la raison pour laquelle le test avait été demandé. Alors, on fast forward, on va maintenant, on saute de 1980 quelques à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est de routine qu'un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent, puis ils veulent sortir ensemble, puis ils veulent éliminer les moyens de protection usuels, vont dire, ben, écoutez, fais-toi tester, moi je vais me faire tester. Alors, on demande des VIH où à chaque semaine, il y a toujours quelques patients qui me demandent de vérifier le dépistage des maladies transmissibles sexuellement, donc la gonorrhée, la chlamydia et le VIH, l'hépatite B. Donc, maintenant, c'est plus stigmatisé comme c'était. Ouais. Alors, est-ce que c'est un parallèle grossier parce que naturellement, la génétique a beaucoup plus de nuances que ce test-là, mais il faut quand même se rapporter qu'à l'époque, il y avait énormément il y avait un gros aura autour du test qui n'existait plus. Mais je pense qu'il y a aussi une subtilité importante dans la mesure où là, on ne parle pas d'avoir accès aux résultats du test, on parle dans un cas-ci nécessairement d'avoir la simple présence, d'avoir fait le test aussi. Il y a une subtilité là. Absolument. Parce que le résultat, comme tu dis, c'est très volumineux. Donc, exact. Et il faut dire aussi que avec les trousses, tout ce que j'ai montré sur le graphique, là, avec les différents tests qu'on fait, prénato, oncologie, tout ça, il y a des tests génétiques à saveur prédictive. La pharmacogénomique n'en est pas un. La pharmacogénomique, on présente le profil, on regarde la médication, puis on regarde ce qui est bon et pas bon pour le patient.
Mais il y a des tests et c'est une tendance qu'on voit dans le marché aussi, de faire à partir du test, d'avoir une valeur prédictive pour une maladie ou une condition. Et ça, naturellement, quand ça se glisse dans un dossier, bien là, ça peut faire l'objet de beaucoup de débats éthiques sur l'utilisation de cette information-là. La loi est très claire, on doit prendre des précautions, mais comme tu dis, il y a des subtilités vraiment à suivre. Oui, et sur les millions de dossiers dont on fait copie à travers le Québec et le Canada, tous les jours, toutes les années, c'est-à-dire, bien, c'est certain qu'on peut penser que la probabilité qu'il se retrouve un test qui ne devrait pas se retrouver dans une copie de dossier qu'on envoie à un assureur ou à un tiers parti, ça pourrait arriver. Il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Parlant de normes, justement, les normes canadiennes, mais ça, c'est les normes états-uniennes. On voulait vous en parler un petit peu. Il y a eu des éléments qui sont sortis dans les nouvelles par rapport à certains tests, justement, qui n'étaient pas recommandés. Et là, la nuance qu'on voulait amener, c'est au niveau de l'industrie. L'industrie au Canada est hautement réglementée. On a vraiment un cadre assez ferme par rapport aux tests, comment les tests fonctionnent et qu'est-ce qui les implique, etc. On a 2 comités. Je vous laisse lire le nom au long du premier comité, ICH pour le raccourci. Et on a aussi le Medical Dictionary of Regulatory Activities, le MEDRA, qui vient encadrer les tests et dicter comment les tests doivent être procédés et qu'est-ce que ça inclut justement les résultats. Aux États-Unis, c'est une combinaison de 2 éléments. Il y a une réglementation faite par le FDA, le Food and Drug Administration, au niveau des dispositifs de diagnostic in vitro, qui est en fait un peu le miroir de la réglementation au Canada, si on veut. Mais il y a aussi des tests qu'on appelle maison ou homebrew, qui sont le résultat des meilleures pratiques de l'industrie, faits par le CLIA. Et je crois que c'est ça qui a évoqué certains questionnements l'année dernière. Oui, puis il y a toute la notion de direct-to-consumer, d'offrir un test au consommateur directement. Au Canada, si vous parlez au laboratoire, ils vont vous dire ça nous prend, même si on sollicite le consommateur, pas le patient, mais le consommateur chez lui pour un test, on va demander une prescription d'un médecin pour faire le test. Et c'est comme s'il y a une législation d'ailleurs au Québec là-dessus, puis il y en a ailleurs dans d'autres. Mais aux États-Unis, c'est ce qui a permis de faire 23andMe ou Ancestry.com pour les tests génétiques d'association sur la généalogie. Mais c'est ça, il y a des enjeux là sur le direct-to-consumer. Donc, ça aussi, ça met une couleur sur le développement des tests. Il y a des gros efforts qui sont faits pour vraiment structurer aux États-Unis la pharmacogénomique ou la pharmacogénétique sur une prescription d'un test. Donc, un des inconnus dont on a parlé déjà un petit peu, c'est justement l'environnement qui est en évolution et l'accès aux tests. On voulait un petit peu vous faire un portrait de qu'est-ce qui se passe présentement au niveau de l'écosystème des tests pharmacogénomiques et indiquer où ça s'en va tout ça. Premier constat, vous voyez à droite la liste des laboratoires en fait qui font des tests de pharmacogénomique ou pharmacogénétique aujourd'hui et il y en a vraiment plusieurs. C'est donc un signe que le marché est en ébullition. Est-ce qu'il va en rester autant? Est-ce qu'il va y avoir une consolidation? On ne sait pas, mais de toute évidence, c'est un marché qui bouge. Et donc, on a les laboratoires qui peuvent fournir les tests. Et toute la question est à savoir comment vont se partager ces tests-là, comment on va avoir accès à ces tests-là. Et c'est là que l'écosystème est vraiment, lui aussi, en pleine ébullition. On a la population, les utilisateurs qui, eux, ont un certain intérêt pour le test. Ils peuvent le demander eux-mêmes, en fait, à leur médecin. Le médecin va faire la prescription. La prescription peut arriver via les hôpitaux. Donc, à ce moment-là, le payeur public entre dans la danse. Et comme le disait Michel, il y a encore des questionnements à savoir comment est-ce que tout ça va être géré, remboursé, etc. On a l'assureur privé qui, lui, on va en parler tantôt, commence à avoir des réclamations pour ces résultats, pour ces tests de laboratoire-là, qui doit établir une marche à suivre. C'est encore pas clair comment on va accéder à ces tests-là. Est-ce qu'on va les avoir en pharmacie? Est-ce qu'on va les faire directement dans le bureau du médecin? Est-ce qu'on va les faire au niveau du laboratoire lui-même? C'est à suivre, mais l'écosystème va devoir vraiment s'adapter. Et un des points d'ancrage importants, c'est justement le lien entre le fournisseur des tests et le professionnel qui, lui, veut utiliser les résultats de ces tests-là.
aujourd'hui, ce mécanisme-là est, disons-le, embryonnaire. On reçoit des tests, et corrige-moi si je me trompe, mais c'est essentiellement des tests PDF, n'est-ce pas, Michel? Absolument. Des résultats PDF avec une analyse qui prend du temps. Et on cherche à optimiser cette boucle-là, et c'est ce qui se passe entre TELUS et le supercluster, qui n'inclut pas que TELUS d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a le nom supercluster, mais il y a beaucoup d'entités qui s'impliquent là-dedans. Je pense que tu es impliqué là-dedans aussi. Oui, c'est ça. Alors, supercluster, qui sont les GRAP. Donc, il y en a 5 au Canada, là, puis il y en a une sur la santé qui est basée à Colombie-Britannique. Alors, on a présenté un projet. Et TELUS est un membre fondateur de la GRAP, comme beaucoup d'autres compagnies. Et l'objectif, c'est de pouvoir présenter un projet qui va être porteur de commercialisation et de production d'emplois au Canada. Donc, on a présenté ce projet-là qui consistait à développer la plateforme ou consolider la plateforme où les tests qui sortent des fournisseurs puissent être intégrés dans ce qu'on appelle les DME, qui sont les dossiers médicaux électroniques, ou les logiciels de pharmacie, et à travers une plateforme qu'on appelle la TELUS Exchange. Et donc, tout ça, ce système-là est à bâtir. Alors, on est 4 compagnies dans le système. Donc, TELUS, LifeLab, Genexis, qui est une compagnie d'informatique, une compagnie de pharmacognomique, et UScript. Donc, c'est de bâtir le système, bâtir une plateforme robuste sur laquelle tous les fournisseurs vont pouvoir se brancher pour pouvoir atteindre les différents professionnels de la santé de façon en temps réel. Et là, on se rapproche d'une vision où, justement, on a un endroit où les patients vont pouvoir contrôler l'accès à leurs résultats et qu'il y ait ce point centralisé-là pour éviter de dupliquer l'information. C'est ça. Alors, sur ce beau graphique-là, qu'on a pris beaucoup de temps à faire, je me souviens, depuis les années qu'on le fait, il manque effectivement, il y a un aspect qu'on ne traite pas tout de suite, qui est où est le dépôt. Parce que chaque province va avoir une approche différente sur la façon qu'elle va pouvoir gérer la donnée génomique ou pharmacogénomique de ses patients. La santé est un domaine provincial. Voilà, mon cher. Il ne faut pas l'oublier. Donc, beaucoup de questions à ce niveau-là. Par contre, même à travers les questionnements, il y a des personnes qui vont de l'avant, qui mettent des choses sur le marché. On fait des essais. Entre autres, il y en a 3 dont on veut vous parler aujourd'hui. Premièrement, en pharmacie, une étude qui a eu lieu, l'étude de ICANPIC, qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, assez récemment. Donc, 2 pharmacies communautaires de Toronto, en Ontario, qui se sont mis à offrir des tests de dépistage pharmacogénomique ou pharmacogénétique aux patients. Et c'est les pharmaciens, donc, qui sélectionnaient les patients les plus susceptibles d'être aidés par des tests de pharmacogénétique. Et les raisons évoquées pour justement mettre en action ce test-là, premièrement, un traitement jugé inefficace, donc un défi par rapport à un médicament qui ne rencontre pas les effets escomptés, une prise en charge d'une réaction indésirable, donc on cherche un nouveau médicament pour essayer de contourner un effet secondaire, ou encore une orientation de traitement différente. Et les résultats ont été très intéressants. On a pu recenser 1,3 problèmes liés à la pharmacothérapie par patient qu'on a éliminé, qu'on a réduit. Donc, super intéressant par rapport à la qualité, si on veut, l'amélioration des soins aux patients. Parmi les recommandations des pharmaciens, on retrouve un changement de traitement, un ajustement de posologie ou un arrêt de médicaments. Donc, vraiment, les options qu'on retrouve classiques pour l'ajustement du médicament, mais avec justement ce côté-là de cibler le meilleur médicament pour le patient. Les réactions étaient positives, donc on voit déjà que dans le contexte de la pharmacie, c'est une étude intéressante où on voit concrètement qu'on peut avoir un impact positif sur la vie des patients dans un contexte d'une pharmacie communautaire. Super intéressant comme approche. Donc, les pharmacies s'impliquent, les assureurs aussi. Sun Life, qui ont été les premiers à lancer un pilote en août 2007, en fait, je devrais dire à se joindre à un pilote. Ils se sont joints à l'étude Impact, participation de plus de 9000 patients à cette étude-là, une grande étude. Et leurs résultats ne sont pas encore dévoilés. Par contre, ce qu'on sait de l'étude Impact, c'est que avant que Sun Life se joigne, on avait déjà des résultats fort intéressants où sur les 9000 patients, les patients pour lesquels on a recommandé une approche pharmacogénétique à leur choix de médicaments ont relevé des améliorations de leurs symptômes après 8 semaines et 25 d'entre eux, en fait, ont relevé des améliorations de leurs symptômes, ce qui est fort intéressant et ce qui rejoint un peu la nomenclature ou ce qu'on voit ailleurs en termes de résultats.
Côté de la Great West, on a aussi une étude pilote qui a été lancée au début 2018. Là aussi, les résultats vont se faire attendre un petit peu. Mais on note déjà les meilleurs résultats obtenus chez des patients ayant un profil pharmacogénomique simple. Donc, on parle de monothérapie, un problème de santé. Et là aussi, ça rejoint ce qu'on disait tantôt du point de vue scientifique. Lorsqu'on a un problème ciblé, c'est beaucoup plus facile d'appliquer directement la pharmacogénétique, alors que si on a un ensemble de médicaments ou de problématiques de santé, là, les interactions deviennent un peu plus complexes, puis c'est plus difficile d'avoir un résultat précis. Les pharmacies s'impliquent, les assureurs aussi, du point de vue clinique. Michel, vous aussi, de votre côté, vous regardez quels patients sont les mieux ciblés ou quels patients sont les plus susceptibles de bénéficier de la pharmacogénétique. Oui, effectivement, on a pris le problème à l'inverse, peut-être pas à l'inverse, mais différemment, c'est qu'on est allé, il y a une compagnie qui développait un outil d'évaluation de risque. Alors, avant de tester tout le monde dans une pharmacie, on est allé voir une pharmacie communautaire standard de quartier, là, qui ont des clients de 0 à 99 ans, là, de toutes sortes de maladies, et qui ont une multitude de médecins qui sont les médecins traitants de ces patients-là. Donc, c'est une pharmacie communautaire standard de risque. Et dans un nombre, donc, dans cette pharmacie-là, il y avait 6840 patients d'inscrits dits actifs. Et donc, on a fait la magie, on a utilisé ce logiciel-là pour évaluer le risque, compte tenu du profil de médicaments que chaque patient avait, quel était le risque qu'ils aient une réaction pharmacogénomique ou une réaction médicamenteuse associée à leur profil pharmacogénétique. Donc, on a regardé le décompte, une fois qu'on a passé tout le monde là-dedans, et en haut à droite, le risque minimal, donc à peu près le 67% des patients avaient un risque minimal, c'est-à-dire de 0 à peu près 0 à quelques pourcents. Risque minimal, excusez-moi. Après ça, il y avait un risque faible. Risque faible, quand on s'en va dans sont là les horloges, là, les aiguilles d'une montre, donc à risque faible, il y avait 1300 patients, donc 19%. Risque moyen, 10%, à 691, et risque élevé, 4%. Alors, ce qu'on a fait après, une fois qu'on a fait ça, on a effectivement pris un échantillonnage aléatoire dans chaque groupe pour voir si, effectivement, on arriverait à ce genre d'évaluation-là. Et ça se calque assez bien. Ceux qui avaient un haut risque, il y avait vraiment des hauts risques, c'était assez clair. Et les risques moyens aussi. Et peut-être qu'on pourrait aussi identifier 4 silos, là, naturellement, tout ce qui s'appelle la santé mentale, tous les médicaments utilisés dans la santé mentale dans sa large définition. Ensuite, le cardiovasculaire. L'anticoagulothérapie est un autre domaine, et la douleur, qui est l'analgésie ou le traitement de la douleur. Ces 4 silos-là reviennent de façon récurrente dans les cas qu'on a analysés dans cet échantillon-là. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'à la base, dans une pharmacie communautaire, dans un quartier en général, on a 4 de la population qui aurait tout intérêt à utiliser ces technologies-là pour réorienter ou orienter leur profil de médicaments. Oui. En fait, ça et jusqu'à entre 10 et 14, entre 4 et 14 Oui, tu as bien raison, Patrick, c'est qu'on peut dire, bien, écoutez, est-ce qu'on s'attend à un tsunami de tests si on se met à tester tout le monde? Bien, vraiment, là, si on regarde ça, il y a une bonne proportion de gens pour qui ça ne serait pas utile de tester à partir. Donc, si on va avoir le meilleur pour notre dollar, bien, il y a sûrement une approche ici populationnelle qui serait intéressante. Oui, d'ailleurs, c'est là où on voulait amener le sujet, c'est à savoir, bon, mais parfait, on commence à mieux comprendre les bénéfices sur la santé des patients, mais qu'en est-il des chiffres? Qu'en est-il des dollars? Est-ce que tout ça va être abordable ou non? Est-ce que ça va nous amener des gains? On a 2 cas qu'on voulait vous amener aujourd'hui, comme on voulait vous parler. Premièrement, mettre l'accent sur l'anxiété et la dépression. Michel vient de le mentionner au niveau de tout ce qui est la maladie mentale. C'est un vecteur important ou un créneau important pour la pharmacogénétique. Ce que j'ai devant vous, ce sont les réclamations de l'ensemble, si on veut, du côté de TELUS Santé. Et pour les réclamants ayant pris des médicaments de la classe des antidépresseurs et pour gérer l'anxiété. Donc, on a un nombre total de réclamants en 2018 de 1 million de personnes qui ont réclamé ce type de médicaments-là. Et un peu plus de 400 000 l'ont fait pour la première fois en 2018. Donc, ce qui nous dit déjà
que c'est une classe de médicaments où les gens ont tendance à le prendre sur une période restreinte. Ça ne semble pas chronique puisqu'on n'aurait pas 40 de nouveaux utilisateurs à chaque année. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que sur les 409 000 nouveaux utilisateurs, il y en a quand même tout près de 30 121 000, qui ont fait un changement de médication. En moyenne, 72 jours après le début de la première prescription. Ce qui nous indique qu'on a tout près de 30 des patients qui ont, en moyenne, eu pendant 72 jours un état de santé sous-optimal. Clairement, la médication qui avait été prescrite soit n'atteignait pas les objectifs, avait des effets secondaires, etc. Et comme on sait que les patients qui souffrent de dépression subissent quand même des graves conséquences. D'ailleurs, une des études qu'on a ont démontré que sur 3 mois, quelqu'un qui est dépressif manque en moyenne près de 5 jours de travail et a une baisse de productivité de 11,5 jours. Il y a vraiment une occasion d'aller aider ces patients-là pour les remettre sur pied plus rapidement. Si on sait justement que la pharmacogénétique vise à raccourcir et à ce temps-là de sélection du médicament. Est-ce que ça vaut la peine? Si on considère que le prix du test, se situe autour de 200 $, même si on n'aide pas tous les nouveaux réclamants, eh bien, 200 $, même si on aide le tiers des gens, on voit déjà qu'on peut faire ça peut être très rentable d'un point de vue monétaire, puisque la perte pour chacune des personnes est de 11 jours de travail, de 11 jours de productivité, est énorme. Donc, il y a quand même un volet là où, encore une fois, les assureurs, via la loi, ne demandent pas, n'exigent pas, ne peuvent pas exiger ces tests, mais si les tests viennent d'être utilisés, il va y avoir un bénéfice pour l'employeur, et ça, c'est un élément important à considérer pour les payeurs privés, pour les assureurs, à savoir que l'employeur, a un gain significatif si on raccourcit ce temps-là d'attente de 72 jours. Et d'autre part, sur le plan humain, c'est certain que la probabilité que le patient soit mieux dans son traitement et revienne au travail, c'est utile aussi pour l'employeur. Oui, absolument. Récupérer son employé plus rapidement. Oui, au niveau de la productivité de l'entreprise en général. Oui. Donc, c'est le premier cas de figure. Le deuxième est au niveau de la maîtrise du cholestérol. Donc, on parlait des maladies cardiovasculaires tantôt. Cas de figure tout à fait différent. Donc, ici, dans cette classe de médicaments, j'ai sorti les mêmes chiffres. Donc, les nouveaux réclamants pour cette classe de médicaments-là, 237 000 nouveaux réclamants. On a une grande différence de prix entre une classe de médicaments, disons, plus traditionnelle, plus établie, et un médicament qui est plus récent, le Repatha. On parle d'un coût moyen qui va changer de 120 $ par année à 4 000 $ selon quel type de médicament on utilise, ce qui est une variation énorme. Et là, ce qu'on se pose comme question, c'est il y aurait certainement une valeur ajoutée à venir possiblement utiliser ce test-là pour s'assurer qu'un médicament qui coûte le prix du Repatha va avoir un effet bénéfique ou va être bien ciblé pour le patient. Puis on en parlait, Michel, c'est peut-être pas la pire des situations, là, mais une prescription qui n'est pas prise par le patient, en partie pour des raisons financières ou autres, est évidemment pas une situation idéale, parce qu'on veut que les patients prennent leurs médicaments. Si l'assureur ne voit pas nécessairement de bon œil une réclamation de 4 000 $, sûrement qu'il ne sait pas exactement ce qu'il préfère voir arriver, bien, le patient non plus, parce qu'évidemment, il y a une partie de la charge qui lui revient. Donc, ça, c'est un élément où l'utilisation d'un test pour s'assurer justement qu'on cible le médicament plus cher dans les cas où ça va être le plus efficace, donc potentiellement faire le test avant de faire un essai pour quelques mois, peut être très bénéfique. Donc, 2 cas différents, un pour optimiser le retour au travail et 2, de point de vue strictement budgétaire, de venir cibler le meilleur médicament. Des cas super intéressants d'ailleurs. On est déjà rendu à notre dernière diapo. Donc, un petit retour sur nos faits et la stratégie de télésanté. Donc, Michel, je te laisse nous faire le tour des faits qu'on a réalisés aujourd'hui. Oui, bien écoute, à gauche ici, les faits, donc les technologies qui ont montré ses bienfaits pour accélérer la sélection du patient le plus efficace en monothérapie et en polythérapie. Donc, on est là, les données s'accumulent, particulièrement efficaces en santé mentale, données non probantes dans les cas de gestion de multithérapie ou de problèmes de santé multiple, parce que les maladies chroniques étant multi-organes, quelquefois on tombe dans des zones
dans des zones un peu plus grises lorsqu'on doit faire des choix. Alors ça, et on pourrait en ajouter bien d'autres. Ouais, mais la conclusion, c'est qu'on a des cas de figure où on peut vraiment avoir des effets bénéfiques. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que ça va régler tout? Est-ce qu'on va avoir, comme tu dis, un tsunami de tests? Probablement pas, parce qu'on a quand même des situations ciblées qu'on va adresser. Exactement. Et d'autre part, naturellement, aussi dans les faits, on en a parlé tout à l'heure, la technologie est là. Ça, c'est clair. Le marché se consolide, la technologie est disponible et les coûts sont vraiment abordables. Donc, de ce côté-là, on est correct. On a aussi parlé des inconnus. Donc, on a un certain nombre de prescriptions qui font aujourd'hui des tests. C'est difficile à prévoir à quelle vitesse ces tests-là vont évoluer dans le temps. Une chose est certaine, pour que l'utilisation de ces tests-là augmente, l'accessibilité des tests doit évoluer au niveau de l'intégration, par exemple, au dossier médico-électronique pour faciliter la vie des professionnels des soins de la santé. Et l'accès aux tests, évidemment, pour le patient va évoluer aussi. Est-ce que le point de vente va se faire en pharmacie? Est-ce que ça va se faire au niveau de laboratoire? On va garder un œil là-dessus. C'est encore des inconnus. Puis c'est quelque chose qui est vraiment en évolution à ce niveau-là. Oui, absolument. Donc, de notre côté, TELUS Santé, quelle est notre stratégie? Premier volet, c'est de mettre en place des technologies pour faciliter l'adoption par les médecins de cette technologie-là, justement, de tests. On a parlé du supercluster, mais c'est au cœur de l'évolution des plateformes des dossiers médicaux électroniques chez TELUS Santé. Donc ça, c'est le premier élément, mettre en place un environnement qui va permettre aux acteurs d'avoir accès et d'utiliser ces tests-là. Oui, alors c'est le mot important à utiliser, c'est que non seulement il faut brancher, mais il faut trouver de la façon de l'intégrer dans le dossier médical électronique, autant chez le médecin que chez le pharmacien, pour que le flot de travail ne soit pas perturbé. Et même s'il pouvait avoir un gain, ça sera encore mieux. Oui, on veut que ce soit adhéré au logiciel de pratique, effectivement. Oui. Donc, prochaine étape pour nous, c'est évidemment une observance du marché selon l'augmentation des tests, selon les points d'accès aux tests qui sont les plus intéressants pour les patients. De point de vue des solutions de réclamation, on va observer le marché et décider d'une approche pour amener en place éventuellement une solution de réclamation électronique. Est-ce que ça va être via une stratégie de soins de santé complémentaires telle qu'on la connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on va utiliser, par exemple, quelque chose comme e-réclamation qui est dans notre portfolio? Est-ce qu'on va faire des réclamations de type médicaments CPHA, si c'est accédé en pharmacie et on a éventuellement un DIN, même si c'est un test laboratoire, évidemment, ce n'est pas un médicament, mais c'est à suivre. Ça reste à voir. Et vraiment, l'évolution du marché va nous informer là-dessus. On n'en est pas là, les volumes ne sont pas tout à fait là encore, donc on a quand même un petit peu de temps pour s'ajuster. Et puis on pourrait en continuant à parler des heures et des heures et des heures. Mon cher Patrick, c'est un domaine tellement passionnant, mais effectivement, je trouve que c'est fantastique que TELUS puisse regrouper un peu comme le système bout en bout. On n'a sûrement fait pas les tests, mais de pouvoir offrir le test aux professionnels de la santé de ce que les patients ont été prélevés, puis après ça, de les amener dans le processus de réclamation de ces tests-là. Et en espérant que du côté des organismes publics, en passant d'ailleurs dans le domaine hospitalier, on en fait beaucoup de tests de pharmacogénétique et ils s'affuient ou donner de la tête là-dessus. Donc, on sent qu'il y a quand même une genre de tension positive dans le système et le législateur et le système de santé, les systèmes de santé de chaque province vont probablement se positionner au cours des prochaines. On parle de TELUS, mais l'argument tient la route pour tous les autres fournisseurs de logiciels aussi, évidemment, qui vont emboîter. Oui, et d'ailleurs, notre plateforme TELUS Exchange, celle qu'on fait dans Supercluster, c'est un très bon point, Patrick, c'est une plateforme agnostique dans le sens où tout fournisseur externe, tout DME et toute compagnie qui offre des services de pharmacogénétique vont pouvoir se brancher sur cette plateforme d'échange pour le bénéfice de tous les professionnels. Merci, Michel. Donc, ça fait le tour un peu des sujets dont on voulait parler aujourd'hui. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions maintenant de la salle? Oui, première question. Est-ce qu'on voit une augmentation de l'adoption de ces tests chez les assureurs? Bien, au niveau des assureurs, je pense qu'il y a une augmentation de la demande des membres, des adhérents. C'est encore tôt pour, évidemment, on n'a pas encore de chiffres, mais je crois que les tests, les réclamations de tests commencent à arriver. Chacun a un peu sa stratégie.
mais on voit que les assureurs vont commencer à accepter ces tests-là, comme d'ailleurs on accepte des réclamations pour d'autres tests. Oui, parce qu'il y a des laboratoires de pharmacogénétique ici au Québec et effectivement, quand on leur parle, ils nous disent que les gens qui font des tests, il y a une bonne partie de ces gens-là qui bénéficient d'une reconnaissance de l'assureur pour, si ce n'est pas de couvrir tout le frais, une partie du frais. Comme c'est le cas pour plusieurs tests. Oui, exact. Prochaine question. Est-ce que le pharmacien pourrait prescrire un test pharmacogénomique? Ah, c'est une excellente question. Oh, j'aime celle-là. Alors, effectivement, c'est une situation à géométrie variable. Au Québec, présentement, ce que le Collège des médecins a décrit dans sa missive, c'est que ça prend un médecin pour prescrire un test. Mais je crois que c'est une première démarche et quand on regarde en Alberta, par exemple, les pharmaciens peuvent prescrire des tests de pharmacogénétique. Ah, Donc, on a précédent. c'est pour ça que je dis que c'est la géométrie variable. Ben oui. Alors donc, il faut pouvoir évoluer dans ce sens-là. Et je crois que nous, on parle à l'Ordre des pharmaciens et au Collège des médecins, on essaie de voir qu'est-ce serait le meilleur pour le patient. Parfait. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On arrive déjà presque à la fin de notre heure. Et merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Et on se revoit une prochaine fois pour un autre webinaire. Merci.